Heureuse de savoir que vous êtes nombreux branchés sur BNews Télévision. Bienvenue à Bopeto et à Moissy à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on va recevoir un docteur qui connaît très bien son métier et qui l'exerce avec passion. C'est le docteur Jean-Jules Londola. On va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et il va nous expliquer comment ça se passe avec les détails. Avec l'évolution de la science, le monde entier assiste au développement de plusieurs techniques permettant aux femmes de devenir mères sans passer par l'acte sexuel, parmi lesquelles nous citerons l'insémination et la mère porteuse. Aujourd'hui, nous avons choisi l'insémination avec le docteur Jean-Jules, comme je viens de vous le dire. Je suis Jean-Gilles, médecin sexologue, avec une expérience avérée. Je suis également spécialiste, soit professionnel en nutrition. Et j'ai aussi plusieurs formations, plus de 17 formations. Et je vis à Kinshasa et avec un cabinet médical sexologique sur Avenue Kabamba, juste en face de la maison communale de Barumbu. Ok, docteur. Les internautes vous suivent. Aujourd'hui, vous allez nous expliquer l'insémination vraiment avec beaucoup de précisions. Docteur, c'est quoi l'insémination? L'insémination, c'est une méthode, c'est une technique qui consiste à prélever les spermatozoïdes, soit d'un donneur ou d'un partenaire, pour les déposer dans la matrice de la femme, soit par une seringue attachée de cathéter, pour permettre une fécondation au niveau de la trempe de Fallope pour une femme en ovulation, une femme qui est à l'état ovulatoire. Alors, cette méthode ou cette pratique est conseillée plus pour les femmes qui ont des problèmes de conception, les femmes avec désir de maternité. Et si celle-ci ne vient pas, surtout ne vient pas aisément ou ne vient pas d'une façon naturelle, et à ce moment-là que nous allons passer à cette pratique que nous parlons de fécondation médicalement assistée. Alors, pour la fécondation médicalement assistée, c'est l'ensemble de techniques traitement médical utilisé pour permettre une fécondation chez une femme, seulement si cette dernière ne vient pas d'une façon naturelle. C'est pourquoi il est conseillé aux femmes à l'âge de moins de 17 ans, moins de 37 ans, excusez, quand vous faites le mariage d'une année, dans les mariages avec un rapport sexuel complet, et il n'y a pas une fécondation, nous conseillons ces femmes, ce genre de femmes, de passer ou d'assister ou de consulter un médecin spécialiste en fertilité, celui-là qui est plus habilité pour donner suite ou donner une solution à ce genre de problèmes après avoir passé à une consultation, parce qu'à travers la consultation qui va demander des examens, qui va demander ce qu'il faut faire, et puis après avoir réalisé ces examens, qui va passer maintenant au diagnostic pour savoir de quoi réellement s'agit-il pour qu'il y ait une solution. Alors pour les femmes qui ont l'âge supérieur à 37 ans, ils sont aussi concernés à ces genres de pratiques où nous parlons de l'insémination, de la fécondation médicalement assistée. Il est conseillé à ces femmes qui ont l'âge de 37 à 45 de consulter également le médecin spécialiste en fertilité pour avoir solution à leurs problèmes de besoins de fertilité. Pourquoi? Parce que ces genres de femmes, ils développent plus de fois de maladies liées à la stérilité. Ils développent également les maladies qui ont génétiquement inné. Donc,
ce sont des maladies contactées à partir de leur naissance. Alors, c'est comme ça, je peux au moins définir ou parler de l'insémination. Alors que dans la fécondation médicalement assistée, nous avons au moins deux principes où nous parlons de la fécondation par insémination ou soit fécondation in vitro. Merci. Et la deuxième question, en quoi elle consiste? Bien, j'ai bien parlé. L'insémination consiste à injecter ou à déposer le spermatozoïde d'un donneur ou soit d'un partenaire dans la matrice pour faciliter une fécondation si cette dernière ne vient pas aisément ou ne vient pas d'une manière naturelle ou physiologique. C'est ça l'importance de l'insémination. Donner à un couple un enfant, donner à un couple qui ne parvient pas à concevoir un enfant d'une manière, je peux dire, pas physiologiquement, mais artificiellement. C'est ça vraiment l'importance ou le but de l'insémination. Il existe combien de sortes d'insémination? Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns? J'ai bien dit, il y a l'insémination par le donneur. Il y a également l'insémination par les conjoints. C'est-à-dire, il y a un couple qui a un problème. Mais arrivé à un moment, il ne parvient pas à concevoir. J'ai donné même l'âge nobile. L'âge vraiment qu'il faut déjà commencer à chercher à consulter ou à voir le médecin spécialiste en fertilité. Alors, à partir de cet âge, j'ai donné la différence d'une année pour les femmes à moins de 37 ans d'âge et qui ont fait une année dans les mariages avec un rapport sexuel correctement, complètement réalisé. Et j'ai parlé également d'une femme à l'âge supérieur à 35 ans, intervalle entre 37 à 45 ans, qui a fait 6 mois dans les mariages et n'arrive pas toujours à concevoir, de passer par l'insémination, qui peut être soit une insémination qui va passer par le sperme d'un homme, de son conjoint, de son homme ou de son mari, qu'on doit prélever toujours au laboratoire, et puis à travers une seringue attachée dans un cathéter, et puis on va injecter cette sémence au niveau de la matrice de la femme, et cette sémence va se développer au niveau va prendre des trajets d'abord, arriver au niveau de trompe de Fallope, là où il va vraiment croiser l'ovule ou l'ovocyte mûr et pour provoquer ou développer ou entretenir une grossesse. Ça, c'est les conjoints. Alors, la différence en est que cette dernière est réalisée par les conjoints, donc par son propre mari, mais ce dernier a peut-être un problème de faiblesse sexuelle, un problème de la sexualité. Alors, du coup, cette personne sera maintenant importante ou sera maintenant appelée à réaliser l'insémination par son conjoint. Donc là, il n'y a pas un souci parce que cela se fait toujours par les mêmes personnes. Mais suite que l'autre ne parvient pas à se réaliser d'une façon naturelle, mais l'autre doit se réaliser d'une façon naturelle. Alors, deuxième type d'insémination, insémination par un donneur. Alors, l'insémination par un donneur, il y a des donneurs, il y a des donataires, des spermes et des ovocytes. Ça, c'est aussi parmi les pratiques ou parmi les techniques utilisées pour la fécondation médicalement assistée. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Alors, cette technique consiste à prélever les ovocytes ou soit les spermes des partenaires qui sont volontaires de donner ou de prélever physiologiquement, donc aisément, leurs sémences et puis laisser au laboratoire. Cette dernière sera maintenant utilisée au niveau des laboratoires, sera congelée et après qu'on va maintenant traiter ces spermatozoïdes ou sa sémence
dès qu'on traite ces semences, et puis on va maintenant prélever les spermatozoïdes viables, les spermatozoïdes à bon état, pour déposer en fait au niveau de la matrice de la femme, et du coup il y a une fécondation. Alors ça c'est les deux types d'insémination artificielle où nous pouvons peut-être émettre sur les cas que nous parlons ici. Est-ce qu'il y a des conséquences négatives quand un couple recourt à l'insémination du sperme d'un donneur? Bien qu'en Afrique, surtout dans notre pays, oui, c'est un tabou quand on parle de l'insémination. Exactement. Alors que si vous voyez bien, l'insémination, malgré que ça peut aussi coûter un peu, mais il y a 1 sur 10 couples dans notre pays qui ont des enfants issus de l'insémination par soit insémination artificielle, soit par le donneur de insémination par le sperme des donneurs. Alors, ça a un problème ou ça a des conséquences dans quel cas? Si seulement si vous connaissez le comportement, vous connaissez bien le comportement des femmes. Alors, une fois disputée aujourd'hui avec son mari, il y aura toujours des mots qu'elle peut peut-être perdre connaissance ou perdre sa maîtrise de soi, et puis déclencher une situation, dire à l'homme, toi tu es incapable de faire un enfant, toi tu as ceci, toi tu es cela. Alors tout ça, ça doit maintenant engendrer des problèmes dans les couples. Alors si cette femme n'est pas mature, parce qu'il y a des femmes immatures, mais dans les mariages, alors elle sait que non, cet enfant, nous l'avons eu par l'insémination des spermatozoïdes des donneurs. Elle a porté cet enfant et du coup, elle peut faire donner naissance à l'enfant. Alors cet enfant va grandir. Alors quand l'enfant va grandir, l'enfant là peut-être n'aura pas le même comportement que son père adoptif. Vous voyez, il y aura peut-être une interférence des comportements parce que ce n'est pas le sang de ces papas-là. Ce n'est pas les gènes de ces papas-là. Alors, l'enfant peut avoir un caractère, soit d'indifférence envers ces papas-là, et puis la femme également aura du mal à supporter. Des fois, ça peut se déclencher un jour et toute la famille, toute la société sera au courant. Et c'est ce qui va créer maintenant des ennuis qui peut même entraîner le divorce entre les couples-là. Et ça peut aussi entraîner des problèmes de séparation, les problèmes de compréhension, les problèmes de... Donc, tout problème qui peut aussi engendrer ou créer dans un couple. Alors, c'est ça. Et dans la société, si les gens sachent et connaissent déjà la situation, ils vont commencer à taxer cet enfant comme un enfant impur. Un enfant issu, des fois, de l'impudicité, je peux dire. Parce qu'un enfant qui n'a pas un parent, un enfant qui est né de l'union d'une mère avec un père inconnu. Tout ça, ça crée toujours des problèmes et des frustrations dans la société. Et cela peut aussi affecter la psychologie de l'enfant si l'enfant soit au courant de sa naissance ou soit au courant de sa création. Il va peut-être créer des frustrations dans le cerveau de l'enfant et cela va peut-être affecter la société et ce n'est pas quelque chose aussi de meilleur. C'est ça l'impact qu'il peut aussi produire, négatif, qu'il peut aussi produire, qui peut produire dans une société. Mais sinon, c'est une façon de produire ou de donner un enfant dans un couple qui ne parvient pas à donner naissance par rapport à un rapport sexuel physiologique. Dans quel cas une femme peut-elle recourir à l'insémination du sperme d'un donneur? Recourir à l'insémination du sperme de son conjoint aussi? Dans le 2, la femme peut-elle faire recours? C'est possible. Une femme peut faire recours au sperme d'un donneur si son homme ne parvient pas, par exemple, après avoir passé aux examens,
à la consultation, par rapport à la consultation d'un médecin spécialiste à la fertilité. Et puis, le spécialiste à la fertilité, c'est lui qui va déclencher la situation, c'est lui qui va départager les problèmes. Il va détecter qui a réellement les problèmes. Alors, après avoir passé aussi des examens. Et après avoir passé les examens, c'est là où il va maintenant déterminer ou donner les diagnostics précis. Et dès qu'il y a un diagnostic, on trouve que non, c'est l'homme les problèmes. C'est l'homme qui ne parvient pas maintenant à libérer les spermatozoïdes de bonne qualité, les spermatozoïdes viables. À ce moment-là, la femme peut faire recours aux spermatozoïdes d'un donneur. Du coup, de la même façon, il y a aussi inverse. Si une femme qui a les problèmes, alors que l'homme a besoin aussi de l'enfant, là, ils peuvent passer aussi par l'autre technique que je parlais de la congélation des ovaires et des spermes. Du coup, on va participer à une grossesse, le femme où on parle des femmes porteuses. L'homme est normal, il a des bons spermatozoïdes, mais la femme a un problème de conception. La femme ne peut pas concevoir. Du coup, on va demander à l'homme s'ils veulent toujours rester ensemble, ils ne veulent pas se séparer. Ce n'est pas aussi si grave, il y a possibilité de donner à l'homme l'enfant. Et cet enfant, maintenant, sera transporté aussi par cette dame. Par exemple, les femmes à qui on a déjà enlevé la matrice. Les femmes sans matrice qui n'ont plus des trompes de Fallope. Alors, cette femme n'aura pas la possibilité de concevoir. Vous voyez un peu? Alors, comme il n'aura pas la possibilité de concevoir, du coup, nous allons demander maintenant à l'homme de passer par une conception porteuse ou femme porteuse. Du coup, l'homme va donner sa sémence et puis cette sémence sera congelée avec les ovocytes également d'une femme inconnue. Donc, les ovocytes qui ont été donnés par une femme donatrice. Et puis, on va congeler ces ovocytes et puis ça va être traité au niveau des laboratoires. Après le traitement au niveau des laboratoires, il y aura maintenant une fécondation qui va se réaliser. Après les analyses, on va maintenant passer par le traitement de ces ovocytes. Pour qui, ces embryons, excusez, on va passer par le traitement des embryons pour qui on va séparer les embryons de bonne qualité et les embryons qui n'ont pas vraiment de bonne qualité qui seront maintenant jetés. Et puis on va prélever ces mêmes embryons-là et les déposer dans la matrice d'une femme qui va porter cette grossesse jusqu'à ce que la femme va donner naissance à l'enfant et du coup, les couples retirent cet enfant et puis ils s'en aillent. C'est comme ça, les deux couples ou les deux partenaires peuvent aussi prendre des précautions ou prendre des dispositions si et seulement si ils n'arrivent pas toujours à concevoir. Ils n'arrivent pas à concevoir, ils peuvent aussi passer par cette pratique de congélation des ovocytes. Et puis, du coup, la femme aussi peut passer, comme elle a la matrice, et l'homme qui a un problème, on peut prélever les spermatozoïdes des donneurs, et puis on dépose dans la matrice pour parler de l'insémination artificielle. Ah, merci, docteur. Vraiment, merci. La 6e question, est-ce que l'insémination peut-elle être pratiquée durant la période fertile d'une femme ou à n'importe quel moment de sa vie? Donc, elle doit toujours être dans sa mauvaise période, comme on le dit, la période d'Yamabé. Il n'y a aucune fécondation qui peut se réaliser en dehors de l'ovulation. Pourquoi? Parce que l'ovulation, c'est vraiment le capital d'une grossesse. Il n'y aura jamais une grossesse sans ovulation. C'est pourquoi l'insémination se fait toujours dans la période de fertilité, dans la période de l'ovulation. On ne peut pas faire une ovulation, on ne peut pas faire une fécondation, on ne peut pas entretenir, on ne peut pas faire une insémination ou une fécondation in vitro sans ovulation. C'est pourquoi on a même parlé ici qu'il y a des donateurs, il y a des donneurs qui peuvent aussi libérer, qui peut être une femme ou un homme qui peuvent aller déposer
Alors, ce qu'elle va donner comme don, ce sont les ovocytes où nous parlons des ovaires. Alors, l'homme, ce qu'il va donner comme don, ce sont les spermatozoïdes et la fusion des deux gamètes, là, mâle et femelle, c'est ce qui va donner naissance à un enfant ou ce qui va donner naissance à une fécondation. Alors, s'il n'y a pas ovulation, s'il n'y a pas spermatozoïde, il n'y aura pas une grossesse. C'est pourquoi cette pratique ou méthode doivent s'utiliser ou doivent y avoir lié qu'à partir de la période de fertilité. Il y a des examens que nous allons peut-être vous demander de réaliser. Et pendant cette période-là, pendant que vous réalisez ces examens, que nous allons aussi passer par les tests d'ovulation, que nous les faisons même ici chez nous, que nous les faisons aussi dans nos centres ou nos cabinets médicaux. Alors, quand vous passez cet examen ou le test d'ovulation, dès qu'il y a positivité, à ce moment-là que nous allons passer directement à la pratique ou méthode de l'insémination ou soit fécondation in vitro. Merci, docteur. La 7e question, elle est pratiquée ici dans notre pays, la RDC? Si, l'insémination est autorisée en RDC, mais il faut qu'il y ait des conditions réunies. On ne peut pas passer à une insémination sans toutefois avoir des conditions réunies. Vous voyez, parce qu'il y a des conditions là qui doivent être vraiment sceptiques, qui doivent être correctes et qui doivent répondre aussi aux normes internationales. Il faut avoir des machines que vous allez garder ces semences, ou soit les ovocytes et les spermatozoïdes. Vous devez les garder dans les endroits vraiment appropriés, qui peuvent permettre une bonne fécondation et qui peuvent aussi permettre la séparation des embryons de bonne qualité et les embryons de mauvaise qualité. Ça, c'est déjà, je parle déjà maintenant sur la fécondation in vitro, la fécondation qui s'est faite en dehors de la grossesse, en dehors d'une machine. Une fécondation se fait là-bas parce qu'il y a aussi des hommes, un couple qui peuvent avoir tous les deux. Ils ont une incompatibilité de procréer, une incompatibilité de faire un enfant. Alors, ils se sont mariés sans toutefois passer par les examens préinitiaux. Alors, quand ils se sont engagés, alors qu'ils ne savaient pas qu'ils sont incompatibles les deux, ils ne peuvent pas avoir un enfant. Maintenant, ils sont liés, ils sont dans le mariage, ils ne peuvent plus se séparer. Ces couples, s'ils ont des moyens, ils peuvent aussi chercher à avoir un enfant. Toujours dans ce sens-là, de donner de l'argent et puis acheter un embryon qui peut aussi donner à une femme porteuse qui va maintenant porter cette grossesse et puis donner naissance à un enfant. Et puis il récupère l'enfant, il vit avec cet enfant comme leur enfant propre dira toute leur vie. Nous avançons déjà vers la fin. Vraiment, les internautes, vous nous suivez, je le dis souvent. Quand vous suivez l'émission Bopeto ya Mwasi, ne manquez jamais un stylo et un agenda. Ça peut vous aider, ça peut aider une femme qui est au coin du monde parce qu'il y a plein de couples aussi qui traversent ce moment. Donc, avec l'insémination, avec ce sujet, je crois que beaucoup de couples ont déjà trouvé la solution. Quelle lecture la société fait-elle face à un enfant qui a été obtenu par l'insémination? La société, si la société n'est pas encore au courant de la naissance d'un enfant issu de l'insémination, là, il n'y aura pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. La société considère cet enfant comme l'enfant légitime ou l'enfant biologique de ces couples-là. Mais dès qu'il y a fuite d'informations, c'est pourquoi c'est quelque chose qui s'est fait vraiment dans les normes et puis qui doivent se passer dans la sécurité. Parce que s'il y a fuite de l'information, cet enfant sera considéré comme un enfant issu de la sorcellerie, comme un enfant issu d'une villa qui n'est pas propre. La société considère cet enfant comme un sorcier. La société ne supporte pas cet enfant. Alors du coup, pour ne pas parvenir ou arriver à ce stade, c'est quelque chose qui doit se faire dans les normes, qui doit respecter aussi la loi et puis qui doit se faire dans les secrets. C'est quelque chose qui n'est pas à faire la publicité,
nous avons eu cet enfant à travers l'insémination. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important parce que cet enfant a aussi droit à la sécurité, cet enfant aussi a droit à l'honneur. C'est vraiment ce que je pourrais dire, la lecture de la société face à cet enfant. Cet enfant est considéré comme un enfant mal issu, un sorcier, un enfant sorcier, tout genre de qualifications qu'on peut maintenant attribuer à cet enfant. Ah, ok, docteur. Ouais. Docteur, nous avançons, nous sommes presque déjà à la fin. À partir de quel âge une femme ou un couple peut-il faire recours à l'insémination? L'âge varie de 18 ou 17 ou 14, donc varie l'âge de la puberté jusqu'à 37 et de 37 jusqu'à 45 ou 50, donc jusqu'à l'âge de la ménopause. C'est l'âge vraiment le plus exposé ou l'âge pour lequel une famille ou un couple peut recourir ou faire retour dans l'insémination ou soit dans la fécondation médicalement assistée. Si l'insémination permet à une femme de concevoir et donner naissance sans l'acte sexuel, donc ceci constitue pas un danger pour que les lesbiennes mettent au monde. Mais oui, pourquoi pas? Nos amis, les lesbiennes, ils peuvent aussi avoir, ils ont droit à l'enfant, ils ont droit à la vie, ils ont droit à la société. La loi les protège également. Alors, les couples homosexuels, ils peuvent aussi chercher à avoir un enfant. Alors, ce n'est pas interdit. Mais ça dépend maintenant de quel contexte ou ça dépend maintenant de quelle façon ils peuvent aussi chercher cet enfant. Il y a des critères, il y a aussi des préliminaires pour y arriver à faire l'insémination. Nous, ce que nous demandons à ces couples lesbiens qui veulent passer ou avoir un enfant, de passer consulter un médecin spécialiste en fertilité. Alors, le médecin spécialiste en fertilité, c'est celui-là qui est mieux habilité pour demander certains examens à réaliser, parce que même si on va prendre le sperme ou les ovaires d'un donneur, mais il y a des examens qui doivent se passer par rapport aux génétiques ou génétiquement héréditaires de cette famille ou de ces spermatozoïdes déposés ou des ovaires déposés. Il faut qu'il y ait des examens comme ça qui doivent être réalisés pour permettre une bonne fécondation. Parce qu'il y a certains, si vous orientez ou vous réalisez une grossesse comme ça, sans toutefois passer par des examens, s'il y a une incompatibilité entre les spermatozoïdes ici de l'homme donateur avec la femme, ils ont par exemple le même couple, les mêmes groupes sanguins, SS par exemple, donc on donne naissance à un enfant SS qui ne va pas vraiment faire quelque chose un enfant vraiment exposé. Vous voyez, c'est pourquoi il faut toujours consulter un médecin spécialiste en fertilité, celui-là vraiment mieux habilité pour vous consulter, demander les examens, poser les diagnostics et passer à l'insémination avec des temps bien chronométrés. Ce n'est pas quelque chose que vous arrivez aujourd'hui. Non, tu arrives à l'hôpital, je vais aujourd'hui, du coup je viens chercher un enfant par l'insémination. Non, il faut passer par des examens, ça peut prendre 6 mois. Parce que ça peut prendre 6 cycles, ça peut prendre 3 cycles. Pourquoi? Parce que en passant les examens, vous allez aboutir à un couple où ils ont un problème de conception parce qu'ils ne savent pas comment passer les rapports sexuels. Ils ne savent pas comment ils peuvent orienter leurs ambitions. Vous voyez, il y a un couple où la femme ovule qu'une fois par an. Ce sont des informations que nous partageons aujourd'hui, que beaucoup ne le savaient même pas. Une femme qui ovule chaque mois, cette femme-là ovule. Mais il y a des femmes qui ovulent une fois l'an, donc elle, pour les 12 mois, elle n'ovule qu'une seule fois. Mais vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit que non, après avoir réalisé tous les examens, madame est bien.
madame est bien, mais le gynécologue, des fois, n'a pas pensé à réaliser des examens où nous parlons des tests d'ovulation. Est-ce que c'est régulier? Les ovulations viennent chaque fois ou bien il y a une période où il y a libération et une période où il n'y a pas libération. C'est pourquoi pour faire passer à ça, nous passons toujours à une période bien chronométrée, une période bien déterminée avec des rendez-vous réguliers et puis des examens aussi spécialisés pour vraiment confirmer l'infertilité du couple ou de l'un de partenaires. Alors, c'est vraiment ça, c'est que je pourrais partager avec vous sur les sujets que vous aviez souhaité qu'on partage. Alors, c'est ça, l'insémination, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui doit se faire par précaution, par beaucoup de contrôles qui doivent répondre dans les normes internationaux, qui doivent avoir aussi, qui doivent être sceptiques. On ne peut pas prendre les spermes d'un homme séropositif ou soit d'une femme séropositive et puis donner toujours à quelqu'un d'autre. Non, nous pouvons toujours chercher à protéger des couples, protéger aussi les produits de conception et donner naissance dans les normes telles que la science nous oblige de faire. C'est ce que je pourrais peut-être échanger avec vous. Les lesbiennes ont totalement raison. Ils ont droit. La loi internationaux, nationaux, et puis donne aussi possibilité à nos sœurs et frères lesbiens d'avoir des enfants. Oui, docteur, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin? Je voulais interpeller, soit parler, donner un message à tout le monde qui nous suit à ce moment. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas désespérés quand vous perdez l'âge de nobile, l'âge de procréation, ça toutefois avoir un enfant. Soit vous avez eu à consulter, vous avez eu à consulter un centre, un médecin, un hôpital. Vous n'avez pas eu à trouver solution à cela, à votre besoin. Venez nous consulter, appelez-nous au numéro que vous allez voir au banc des écrans. Soit consultez-nous sur Avenue Kabamba, juste en face de la maison communale de Barombo. On a un cabinet médical, Power Médical. C'est là où nous voyons tous ces problèmes d'infertilité et nous donnons aussi possibilité aux femmes, aux hommes qui n'ont pas d'enfants pour avoir des enfants d'une manière ou d'une façon physiologique, pour ne pas dire naturelle. À ce moment, à ces mots que moi je vous dis au revoir et à très bientôt pour ceux qui vont vouloir nous contacter. Appelez-nous, contactez-nous, demandez conseils, demandez idées. Nous sommes là pour vous accompagner dans les conseils, dans le traitement et tout ce que nous pouvons faire pour vous, pour que nous puissions donner solution à vos problèmes. Je suis Jean-Gilles, médecin spécialiste en sexologie et expert en nutrition avec plus de 17 formations brevetées internationaux que nationaux. Nous vivons à Kinshasa, comme je l'ai dit tantôt, et à ces mots que nous vous disons à très bientôt et nous vous disons merci pour le temps que vous nous aviez accordé pour nous suivre. Merci beaucoup. C'était là le docteur Jean-Gilles Londola. Il a tout expliqué sur l'insémination, le couple qui traversait ce moment difficile, qui n'arrivait pas à concevoir. L'insémination est un sujet que le docteur a pu développer pour vous. Moi, je vous remercie pour la confiance et la fidélité. Si cette émission vous a plu, en tout cas, il faut dire merci à la grande équipe. Là, je vois Jérès Ndala, Rodrigue Mbemba Fader et pourquoi pas au Cordon et Goncel, là où vous êtes en Belgique. En tout cas, big salutations à vous, papa. Et merci pour cette confiance, pour cette fidélité que vous donnez à Bell News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Donc, abonnez-vous à Bell News. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous dis au revoir et nous nous retrouvons à la semaine prochaine avec un nouveau numéro.